Hello and welcome to part 2 of les fautes que font les anglophones en anglais. Et oui, parce que nous aussi on fait des fautes à l'oral et ça ne nous empêche pas de communiquer et tout va bien. Donc j'espère que tu vas apprendre quelque chose dans cette vidéo et j'espère aussi que tu vas pouvoir aussi un peu moins stresser par rapport aux fautes, avec le fait de savoir que oui, on fait des fautes aussi. Ok, et je vais te spoiler le message de la vidéo. Tu as peut-être déjà une idée. Le message de la vidéo, c'est que oui, on fait des fautes, tout le monde fait des fautes. Et moi, je suis beaucoup plus dans le camp de on va essayer de faire moins de jugement, on va moins se juger par rapport aux fautes. Donc, je sais que toi, tu peux pas changer les autres qui vont te juger. Voilà, il va toujours y avoir du monde qui va te juger. Par contre, ce que tu peux changer, c'est toi-même et tes jugements que tu as sur toi quand tu as des fautes. Sois plus gentil avec toi-même parce que en fait, on s'en fiche réellement la plupart du temps. Quand on a moins de jugement sur soi, on arrive à plus pratiquer et plus pratiquer, en fait, on s'améliore beaucoup plus rapidement. Donc voilà, on est là-dedans. Et oui, donc on va découvrir les 5 autres fautes. Et si jamais tu n'as pas vu la première vidéo avec les 5 premières fautes que j'ai partagées, tu peux trouver ça sur la chaîne. Ok, let's go! Donc, au final, c'est number 6. On va faire number 6 jusqu'à number 10 dans cette vidéo. Faute number 6, c'est la faute de where's versus where are. En fait, c'est un peu comme une autre faute de la première vidéo, dans le sens où, en fait, quand on fait la contraction de is, en fait, c'est beaucoup plus facile que d'essayer de faire une contraction de are. J'explique. Donc, dans cet exemple, c'est where is, par exemple, my cat. Où est mon chat? Et donc, il y a la même chose en français, il y a où est mon chat, donc est pour singulier, être au singulier, donc where is my cat, et au pluriel, ça devrait être où sont mes chats, where are my cats. Mais une petite faute que j'ai déjà entendue de la part des anglophones, c'est au lieu de dire where are, c'est de dire where is, mais contracté. Et à mon avis, il y a 2 raisons potentielles pour ça. La première raison, c'est que en fait, la plupart du temps, ce qui sort naturellement, c'est ce qui est plus souvent dit. Et donc, c'est le where is qui est plus souvent dit. Mais surtout, à mon avis, c'est beaucoup plus une histoire de ça que je vais expliquer maintenant. C'est qu'en fait, on peut contracter where is très rapidement et naturellement en disant where's. Where's. Par contre, on ne peut pas faire ça avec where are. Where are, where. On ne peut pas faire une contraction. Donc, en fait, ça sort plus naturellement et rapidement pour plusieurs raisons, au final, en disant where's. Et voilà. Et ça peut aussi arriver que, voilà, on dit where's et puis on ne sait pas encore ce qu'on va dire. On ne sait pas encore si ça va être pluriel ou singulier, ce qui se passe. Et voilà, c'est tout. Et ça ne nous empêche pas de communiquer et tout va bien. Voilà. The next one, 7. Number 7, mistake number 7, it's used to versus used to. Et oui, c'est exactement la même chose à l'oral. En fait, l'histoire, c'est juste que c'est une histoire d'orthographe. Mais j'ai vu pas mal de ces fautes à l'écrit parce que, en fait, moi, j'ai dû chercher pour être sûre parce que c'est exactement la même chose à l'oral et ce n'est pas forcément quelque chose qui est utilisé tout le temps à l'écrit. On n'a pas... voilà. Moi, en tout cas, je réfléchis pas énormément à... J'ai dû chercher, quoi, pour être sûre. Et puis, une fois que j'étais sûre, j'ai vu que pas mal d'anglophones faisaient la petite faute. Donc, pour expliquer ce que c'est, used to,
ça veut dire, c'est quelque chose que je faisais pour indiquer, c'est pour indiquer une habitude dans le passé. Donc, I used to go to the beach every weekend. C'est avant, j'allais à la plage tous les week-ends. Donc voilà, et en fait, c'est juste que qu'on a le D ou pas dans l'orthographe, c'est la même chose à l'oral. Et voilà, c'est tout. Donc, si on parle de quelque chose qu'on faisait avant, on va dire used to avec le D. Voilà. Ok, now number 8, affect and affect. En fait, en gros, ce qu'il y a à savoir ici, c'est que affect avec un E, c'est un nom. Donc, the effect of, donc l'effet de, c'est un nom, c'est un sujet. Et puis par contre, si on a affect avec un A, c'est le verbe. Donc c'est une histoire d'orthographe au final aussi. Voilà, à l'oral, en écoutant, c'est exactement la même chose. Et si on veut utiliser le verbe that affects me, ça m'affecte, ça m'impacte en fait. That affects me. Là, le verbe, ça va être avec un A. Et voilà, c'est tout. Il y a aussi, de mon souvenir, un affect avec A qui est aussi un nom, mais c'est pas du tout utilisé ou très rarement. J'ai appris ça. Mais c'est sorti de ma tête parce que ce n'est pas du tout utile à savoir, donc vous n'avez pas besoin de savoir ça et ça va juste vous embrouiller. Donc parce que moi, il faudrait que je fasse plus de recherches dessus et voilà, je ne l'ai pas fait pour pas vous faire perdre de temps et vous faire stresser par rapport à ça. Ok, number 9 is everyday versus everyday. Encore une histoire d'orthographe. Donc, alors everyday. Si on parle de je fais ça tous les jours, et ben ça va être every day, donc chaque jour en gros. Donc every plus loin, day, tous les jours. Voilà. Par contre, il y a un adjectif qui existe où on met les deux mots ensemble et ça devient un mot. Et c'est un adjectif et le sens de ce mot, c'est quelque chose qui est quotidien dans la vie de tous les jours. Donc par exemple, an everyday activity, c'est une activité de tous les jours. Everyday, un mot, activity, une activité de tous les jours. Ok, mais je vois souvent des personnes qui écrivent everyday tous ensemble, un mot, en l'utilisant pour dire tous les jours, alors qu'en soi, c'est pas ça. Voilà, et puis le tout dernier, c'est could have. Alors, could have, ça veut dire aurait pu. Et c'est une contraction de could, le mot could, et c'est aussi le mot have. Et quand on contracte could et have, ça fait could apostrophe VE. Et la prononciation, c'est could have, could have. Il se trouve que le V dans have, contracté, c'est exactement la même prononciation que le mot OF. Of. Et du coup, il y a des anglophones, ça par contre, c'est à éviter, et je pense que c'est même plus facile pour les non-anglophones d'éviter, parce que quand vous apprenez la grammaire, souvent vous apprenez la grammaire voilà, à l'écrit, et donc quand vous apprenez à l'écrit, c'est plus facile de s'en souvenir, juste par rapport à cette grammaire, que voilà, les anglophones qui apprennent qu'en écoutant, surtout en écoutant. Voilà. Donc il y a des anglophones qui écrivent au lieu de la contraction avec have, ils écrivent OF. Voilà, j'ai déjà vu ça par quelques personnes, souvent plus voilà, plus jeunes ou moins expérimentées. Mais c'est quelque chose qui moins expérimenté pour s'exprimer à l'écrit, mais ça arrive et je comprends totalement pourquoi ça arrive. C'est assez rigolo parce qu'au final, il y a des fautes qui sont des fautes un peu plus natives et des fautes
non natives. Par exemple, les fautes en français que moi je fais, qui sont des fautes non natives, ça va être les gens, le fait de dire une au lieu de un. Par contre, il y a des fautes que je ne fais pas du tout parce que ou beaucoup moins. Après, ça dépend si j'écris très rapidement et voilà, on s'en fiche. Mais il y a des fautes qui se font plus chez les Français que chez ceux qui apprennent le français. Vu que en fait, la manière d'apprendre, c'était différent, c'était en écoutant. Et il y a beaucoup qui est pareil à l'oral en français, que ce soit terminaison avec S, sans S, avec T, etc. Ça, dans la prononciation, c'est exactement pareil en français. Donc ça, c'est un peu plus des fautes, je dis les fautes natives. Et j'étais même fière de moi quand je suis un peu passée à commencer à faire des fautes natives parce que ça montrait que je me concentrais beaucoup moins sur la grammaire et comment je disais les choses et beaucoup plus sur juste le fait de dire ce que j'avais à dire. Et en fait, voilà, quand tu vas rapidement, ça arrive de faire des fautes. Donc, en espérant vraiment que tu aies en tête ce message qui est, que ce soit en anglais ou franchement en français aussi, parce que je sais qu'entre vous, les Français, vous vous corrigez très souvent, vous avez une sorte de fixation avec les fautes qui n'existent pas vraiment dans d'autres cultures, que je connais en tout cas. Et voilà, je suis pour le moins de jugement et plus de pratique. C'est comme ça qu'on... en tout cas, qu'on se débloque en anglais et qu'on se sent de plus en plus à l'aise pour pratiquer et faire tout ce qu'il faut pour justement se débloquer en anglais. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo, que tu as aimé ce point de vue, aimé avoir des fautes que font les anglophones et peut-être aussi que tu as appris quelque chose, pourquoi pas. Voilà, have a very good day and see you next time.